Entre le pétrole et les peuples indiens, le gouvernement bolivien a choisi priorité à l'exploration de nouvelles réserves d'hydrocarbures. Un secteur hautement stratégique car l'exportation d'hydrocarbures est tout simplement la première source de revenus de ce pays, l'un des plus pauvres d'Amérique du Sud. Malgré sa réputation internationale de défenseur des Indiens et de l'environnement, le président Evo Morales a récemment autorisé par décret l'exploration de nouvelles réserves de gaz naturel et de pétrole dans les parcs nationaux et territoires indiens du pays. Mais si cette politique a dopé l'économie bolivienne, elle provoque la colère et l'inquiétude des populations indigènes, d'autant que leurs terres sont mises à contribution. Une mesure qui provoque aussi la colère des défenseurs de l'environnement qui dénoncent une catastrophe écologique et un crime contre les peuples amérindiens. Reportage de Reza Nourmahmod dans le Grand Chaco, la principale région gazière du pays, à la frontière avec l'Argentine. Le village de Hierro Biarenda, dans le sud-est du pays. Une centaine d'Indiens Guarani vivent depuis 8 ans sur ces terres données par l'État bolivien. À l'époque entourés par des hectares de forêt, ils ont désormais vue sur la toute nouvelle usine nationale de traitement du gaz naturel. Ici, avant, il y avait des cultures, des champs de maïs surtout. Et maintenant, regardez, on dirait une ville. Ça fait de la peine de voir ça. Mais c'est la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Alors ils font ce qu'ils veulent. À une cinquantaine de kilomètres, un autre territoire amérindien est menacé par les nouveaux décrets du gouvernement qui facilitent l'exploitation des hydrocarbures dans les parcs nationaux. Ici, on vit de la culture de fruits et de manioc et on s'inquiète pour l'unique source d'eau potable de la réserve. Leandro Candepay, de la Fédération des peuples indigènes de l'Est de la Bolivie, estime que le président Evo Morales a trahi les siens. Le masque de la protection des indigènes est définitivement tombé. On voit bien que le gouvernement pactise au jour le jour avec les multinationales et avec les compagnies pétrolières. Nous ne sommes pas contre le développement de la Bolivie, mais à nos yeux, c'est une mauvaise idée que de mercantiliser les ressources naturelles. Chaque jour, des sources d'eau potable sont altérées et nous perdons notre accès à l'eau pour la consommation humaine et animale. Des multinationales qui opèrent sur des territoires indiens, cela existe déjà. À Incahuasi, dans cette même région du Grand Chaco, Total s'apprête à exploiter un méga-gisement de gaz naturel. Pour obtenir le droit d'opérer sur ce territoire guarani, la compagnie française a dû verser près de 2 millions d'euros aux communautés indigènes locales. Nous pouvons parvenir à une cohabitation positive en établissant une relation avec les communautés indigènes et en implantant des projets de développement durable. Les nouveaux projets d'exploration de gisements d'hydrocarbures concernent 7 des 22 réserves naturelles du pays pour un investissement total de près de 5 milliards d'euros. Fin juin, le président Evo Morales a attaqué les adversaires de cette politique. Nous autres, les pays du Sud, nous avons l'obligation d'explorer, de prospecter, de connaître les ressources naturelles disponibles sur notre territoire. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les gardes forestiers des pays industrialisés. Et je tiens à dire aux ONG qui portent préjudice aux efforts de prospection de nos richesses naturelles qu'elles s'en iront de Bolivie. Quelques jours plus tard, certaines ONG ont été directement qualifiées d'agents de l'étranger. Parmi elles, la Fondation Terre et son directeur Gonzalo Colque. Les autorités peuvent bien fermer autant d'ONG qu'elles voudront. Mais nous, en tant que Boliviens, nous allons rester dans notre pays et nous n'allons pas nous taire. Il y a une grande contradiction dans les politiques que mène l'État bolivien. D'un côté, il y a ces politiques qui visent à protéger l'environnement et les cultures indigènes, mais de l'autre, il y a un modèle économique basé sur l'exploitation des matières premières et qui promeut l'avancée constante des zones de culture agricole intensive et des zones de surexploitation de nos ressources naturelles. Un modèle économique qui souffre de l'actuelle baisse du prix du pétrole, mais que le gouvernement bolivien a choisi de perpétuer coûte que coûte. À l'ombre des vitrines parisiennes se cache depuis 1815 un atelier secret où œuvrent des artisans joailliers, sertisseurs, orfèvres et polisseurs.
C'est la maison de Mellerio, le plus vieux joaillier de France, niché entre la place Vendôme et la rue de la Paix. La famille originaire d'Italie fut la première à s'installer dans le quartier, aujourd'hui mondialement réputé. Depuis plus de 400 ans, les personnalités les plus illustres se pressent chez Mellerio, à commencer par Marie-Antoinette et Napoléon III. Visite guidée de l'arrière-boutique de cette maison légendaire. Nous sommes entre la place Vendôme et l'Opéra, dans un quartier un peu particulier, un écrin pour la haute joaillerie française. Dans les plus illustres maisons, on dessine et on fabrique des bijoux d'exception. C'est une famille d'origine italienne, les Mellerio, qui s'installe ici la première en 1815. Dans son atelier, joailliers, sertisseurs, orfèvres et polisseurs créent des parures uniques. Pour des raisons de sécurité, les petites mains doivent rester anonymes. Comme Joseph, qui façonne le support articulé d'un futur bracelet. Toute la partie métal va être empierrée, ça veut dire qu'on va préparer les emplacements des pierres pour mettre des diamants dessus. Ça peut aller d'une vingtaine d'heures pour une bague jusqu'à 100-200 heures quand c'est des bijoux un peu plus complexes. Pour avoir vraiment un même style, une même patte, on préfère que ce soit un seul joaillier qui fasse le bijou de A à Z. C'est ce qu'on appelle avoir une seule main sur le bijou. Une fois achevés, les bijoux passent dans les mains précises de Reine, la polisseuse. C'est un collier cravate qui est serti de saphir rose, diamant, saphir bleu, tout le long. Moi, je regarde toujours d'abord en dessous. Moi. Mon travail, c'est ça, c'est de voir le dessous. Parce que tout ça, il faut que ce soit bien plat. Respecter les arrondis. Les plats, c'est très important. Puis le travail est peaufiné avec le calamus, la tige d'une plume d'oie. Ça, c'est le top du top. Vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est à l'ancienne, ça. C'est une satisfaction quand on voit que le bijou il est impeccable, parce que quand ça sort de mes mains, ça va dans l'écrin. Et ça s'est présenté au client. Avant de quitter l'atelier, chaque bijou est inspecté par le directeur de la maison, Gilles Aumont. Et avant d'être exposé, Enfin, on va juste voir comment ça tombe. chaque pièce est essayée. Ah là, il est très beau, il est très réussi, il peut partir au magasin directement et être présenté aux clientes dès aujourd'hui. Dans les réserves, on veille sur les parures les plus anciennes et sur les livres de comptes du plus vieux joaillier de France. Au XIXe siècle, tous les grands d'Europe se pressent chez les Mellerio. C'est une des pages les plus spectaculaires de toutes les archives de Mellerio, ça. Vous avez en haut Sa Majesté l'Empereur, donc c'est Napoléon III qui commande une feuille de chêne en brillant et perles pour 10 000 francs. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté le Roi d'Italie. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté l'Empereur de Russie qui commande un bracelet 3 pensées pierreries. En dessous, vous avez le Roi de Prusse qui achète un bracelet feuille de lierre. Et juste en face, vous avez la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Mellerio, c'est le joaillier des reines parce que chez Mellerio, il y a eu plus de rois et de reines que n'importe où, chez n'importe quel autre joaillier. Pour une raison très simple, c'est que c'est le plus ancien joaillier du monde. Et autrefois, les bijoux, on les faisait pas pour les mannequins, pour les milliardaires, on les faisait pour les rois et les reines. Ce petit coffret protège les bijoux les plus légendaires. Alors là, on est vraiment avec le trésor de la maison Mellerio. C'est vraiment la pièce la plus importante de l'histoire de cette maison. Je vais essayer de la prendre avec le plus de précautions possible parce que c'est un bijou qui est fragile, qui est ancien, puisque c'est le bracelet de Marie-Antoinette. Stylistiquement, on est vraiment dans l'époque Marie-Antoinette, puisque la sœur de Marie-Antoinette était la reine de Naples, et les années 1770-1780, c'est justement le moment où on commence vraiment à fouiller Pompéi. Donc la mode des empereurs romains arrive vraiment à cette époque. Avec les profils de 7 empereurs romains en camée, son feuillage en rubis,
et ses 7 motifs de fleurs, ce bracelet a une valeur inestimable. Marie-Antoinette, c'est quand même vraiment la reine tragique de l'histoire de France, donc c'est pas un bijou anonyme. En plus, c'est quand même une des reines les plus élégantes de l'histoire de France. Dans l'atelier, Michel travaille pour d'autres reines et d'autres rois, les vainqueurs des internationaux de France de tennis. Alors ça, c'est la réplique de la Coupe des Mousquetaires, du tournoi de Roland-Garros. Des trophées d'argent de 14 kilos. Il y a une moulure en forme de feuilles de vigne. Vous voyez les feuilles de vigne et les grappes. Des signes, ça représente des signes. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Là, je suis en train de reprendre un petit peu la gravure. Il y a des petits défauts, très légers, mais bon, on a le goût de la perfection, donc on retouche un peu. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.